Épreuve blanche numéro 2. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Caroline Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé votre maison d'édition Mon Autre France. Quel bilan tirez-vous de cette première année en tant qu'éditrice dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ? Au niveau de la visibilité de l'archipel, je peux dire que c'est un succès. Trouver des auteurs locaux, développer une relation avec eux, c'est un succès aussi. J'ai réussi à tenir mes objectifs et à éditer 5 ouvrages sur l'année, exactement comme je voulais. Quoi d'autre ? J'ai travaillé en coopération avec une maison d'édition canadienne, implantée depuis 25 ans, qui publie comme moi des auteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc une reconnaissance de mes collègues dans le monde de l'édition. Ça aussi, c'est un franc succès. Après, le côté distribution est plus compliqué. D'une part, c'est un grand succès, parce qu'on arrive dans les librairies de métropole, mais c'est peut-être aussi ce qui va causer ma perte, puisque tout part de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des frais postaux pour la France absolument énormes. Quel est votre objectif ? Faire connaître le territoire à l'extérieur ou juste perpétuer la culture locale ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Au départ, il y a eu un constat. Ici, beaucoup de gens écrivent, sont artistes dans l'âme, illustrateurs. C'est incroyable au kilomètre carré le nombre de talents qu'il y a. L'auto-édition est un parcours très compliqué. Je souhaitais être là pour les auteurs qui voudraient être édités. Évidemment, je tiens aussi à faire connaître l'archipel, c'est évident. Des maisons d'édition à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un archipel de 6000 habitants, il n'y en a pas beaucoup. Se lancer dans ce domaine, c'est un pari risqué, non ? Les autres éditeurs des Outre-mer m'ont dit que c'était de l'inconscience. J'ai eu envie de tenter, parce que c'est un territoire qui a beaucoup de choses à dire, des auteurs qui ont envie de s'exprimer. Je le vois avec le nombre de projets qui arrivent. Toutes les maisons d'édition de France et d'ailleurs peuvent être jalouses de mon démarrage. Si on prend le nombre de ventes par rapport au nombre d'habitants, c'est un succès incroyable. On est à plus de 1000 ventes pour 6000 habitants. Travailler avec vous, ça apporte quoi aux auteurs ? La tranquillité. Et puis, le fait de ne rien avancer au niveau financier puisque j'édite à compte d'éditeur. C'est moi qui fais un pari sur un ouvrage et sur un auteur, donc du coup, c'est 0 frais. Après, l'auteur profite de toute la chaîne du livre. Le livre va rencontrer des professionnels tout au long de sa route jusqu'à arriver en librairie. Nous sommes actuellement par téléphone avec Gersande Aimé, l'une des auteurs que vous avez éditées. Bonjour. Bonjour. Pour vous, quel était l'intérêt de passer par la maison d'édition Mon Autre France ? Être choisi par une éditrice comme Caroline Dujardin, c'est donner de la valeur à ce qu'on a fait. C'est être considérée comme une écrivaine à part entière. L'éditrice a un œil extérieur. Elle a agrémenté mes textes avec le travail d'un dessinateur. C'est une plus-value importante pour une œuvre. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie littérature et une vraie langue de Saint-Pierre-et-Miquelon du fait de la situation géographique. C'est assez exceptionnel. Dans un proche avenir,
L'archipel sera probablement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La présence d'une maison d'édition montre que le territoire est particulier en même temps qu'universel. Vous savez, je ne suis pas de l'archipel et pourtant j'ai écrit sur l'archipel. Une culture se partage. L'identité de ce territoire, ce n'est pas l'isolement, c'est l'ouverture. Caroline Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé votre maison d'édition Mon Autre France. Quel bilan tirez-vous de cette première année en tant qu'éditrice dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon? Au niveau de la visibilité de l'archipel, je peux dire que c'est un succès. Trouver des auteurs locaux, développer une relation avec eux, c'est un succès aussi. J'ai réussi à tenir mes objectifs et à éditer 5 ouvrages sur l'année, exactement comme je voulais. Quoi d'autre? J'ai travaillé en coopération avec une maison d'édition canadienne, implantée depuis 25 ans, qui publie comme moi des auteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc une reconnaissance de mes collègues dans le monde de l'édition. Ça aussi, c'est un franc succès. Après, le côté distribution est plus compliqué. D'une part, c'est un grand succès, parce qu'on arrive dans les librairies de métropole, mais c'est peut-être aussi ce qui va causer ma perte, puisque tout part de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des frais postaux pour la France absolument énormes. Quel est votre objectif? Faire connaître le territoire à l'extérieur ou juste perpétuer la culture locale? Alors, il y a plusieurs objectifs. Au départ, il y a eu un constat. Ici, beaucoup de gens écrivent, sont artistes dans l'âme, illustrateurs. C'est incroyable au kilomètre carré le nombre de talents qu'il y a. L'auto-édition est un parcours très compliqué. Je souhaitais être là pour les auteurs qui voudraient être édités. Évidemment, je tiens aussi à faire connaître l'archipel, c'est évident. Des maisons d'édition à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un archipel de 6000 habitants, il n'y en a pas beaucoup. Se lancer dans ce domaine, c'est un pari risqué, non? Les autres éditeurs des Outre-mer m'ont dit que c'était de l'inconscience. J'ai eu envie de tenter, parce que c'est un territoire qui a beaucoup de choses à dire, des auteurs qui ont envie de s'exprimer. Je le vois avec le nombre de projets qui arrivent. Toutes les maisons d'édition de France et d'ailleurs peuvent être jalouses de mon démarrage. Si on prend le nombre de ventes par rapport au nombre d'habitants, c'est un succès incroyable. On est à plus de 1000 ventes pour 6000 habitants. Travailler avec vous, ça apporte quoi aux auteurs? La tranquillité. Et puis, le fait de ne rien avancer au niveau financier puisque j'édite à compte d'éditeur. C'est moi qui fais un pari sur un ouvrage et sur un auteur, donc du coup, c'est 0 frais. Après, l'auteur profite de toute la chaîne du livre. Le livre va rencontrer des professionnels tout au long de sa route jusqu'à arriver en librairie. Nous sommes actuellement par téléphone avec Gersande Aimé, l'une des auteurs que vous avez éditées. Bonjour. Bonjour. Pour vous, quel était l'intérêt de passer par la maison d'édition Mon Autre France? Être choisi par une éditrice comme Caroline Dujardin, c'est donner de la valeur à ce qu'on a fait. C'est être considérée comme une écrivaine à part entière. L'éditrice a un œil extérieur. Elle a agrémenté mes textes avec le travail d'un dessinateur. C'est une plus-value importante pour une œuvre. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie littérature et une vraie langue de Saint-Pierre-et-Miquelon du fait de la situation géographique. C'est assez exceptionnel. Dans un proche avenir, l'archipel sera probablement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La présence d'une maison d'édition montre que le territoire est particulier en même temps qu'universel. Vous savez, je ne suis pas de l'archipel et pourtant j'ai écrit sur l'archipel. Une culture se partage. L'identité de ce territoire, ce n'est pas l'isolement, c'est l'ouverture.
Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Pour commencer, plantons le décor. Sur scène, sous des lumières blanches ou colorées, devant une présentation projetée sur grand écran et face à un public, une jeune fille ou un jeune homme s'avance, micro en main. Soutenu par un animateur maître du temps, elle ou il commence son discours. Une succession de faits, de résultats, de questions accrocheuses pour rappeler l'importance de l'enjeu. Il ne s'agit ni d'un humoriste, ni d'un entrepreneur qui participe à une conférence pour nous conseiller d'innover ou d'investir notre argent, mais d'une doctorante ou d'un jeune chercheur qui présente le cœur de ses travaux de recherche en 3 minutes chrono. Bienvenue au concours Ma thèse en 180 secondes, qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples au grand public. Le concept est de permettre aux chercheurs de se former à la communication et à l'art de rendre accessible au grand public leurs discours scientifiques pour acquérir notamment des compétences transférables sur le marché de l'emploi. Le MT 180, comme on l'appelle, vient de faire l'objet d'une enquête passionnante menée par 3 sociologues. Jean-France, l'un des auteurs, nous explique l'origine et l'esprit du dispositif. L'Université du Queensland, en Australie, est la première à avoir organisé le dispositif à la suite d'une sécheresse. L'initiateur, en prenant sa douche, les douches étaient minutées à 3 minutes, s'est dit que c'était un format intéressant pour contraindre les doctorants à présenter leurs travaux de thèse de manière compréhensible en temps limité. L'idée était aussi de proposer un format ajusté à une certaine vulgarisation et facile à médiatiser à la télé ou à la radio. Au départ, il y a vraiment cette idée de donner à des doctorants l'opportunité de promouvoir leurs travaux dans un format adapté aux exigences médiatiques. L'enquête qui nous intéresse montre que les participants sont majoritairement satisfaits. Pourquoi ? Parce que l'exercice leur permet de diffuser leurs travaux vers le grand public ? Parce qu'ils considèrent ensuite qu'il s'agit d'une formation spécifique qui leur transmet l'art de prendre la parole en public et de dépasser le format académique qu'ils maîtrisent ? Parce que ce concours casse aussi la monotonie qu'ils trouvent parfois dans leur laboratoire. Ce que les doctorants nous ont dit de leur expérience, c'est qu'au départ, les directeurs de thèse étaient réticents ou critiques à l'égard de ce dispositif. Ils y voyaient une sorte de gadget qui avait bien peu d'intérêt et une perte de temps pour les doctorants. Finalement, au fur et à mesure que le dispositif s'institutionnalise, devient plus connu, il commence à avoir une certaine place dans la vie académique, notamment au nom de la qualité des formations qui précèdent la compétition en elle-même. Comment on leur apprend à parler distinctement ? Comment on leur apprend à traduire les énoncés compliqués, complexes, en un vocabulaire plus simple ? On leur apprend aussi à se déplacer sur une scène. Toutefois, l'enquête montre aussi les effets négatifs importants de ce concours. Plutôt que de présenter leurs recherches dans un vocabulaire accessible à tous, les candidats, qui sont en compétition les uns avec les autres,
sont incités à faire des promesses scientifiques et à dire voilà, je travaille sur telle molécule et finalement elle va servir à soigner le cancer. Ou elle va directement servir à lutter contre les effets du changement climatique. Des choses comme ça. Donc en fait, ils s'obligent à faire des promesses spectaculaires. C'est cela qui nous paraît problématique. Selon un autre des auteurs, ce concours est un révélateur du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une illustration de notre échec à créer des collectifs s'inscrivant davantage dans la collaboration que dans la compétition. Pour commencer, plantons le décor. Sur scène, sous des lumières blanches ou colorées, devant une présentation projetée sur grand écran et face à un public, une jeune fille ou un jeune homme s'avance, micro en main. Soutenu par un animateur maître du temps, elle ou il commence son discours. Une succession de faits, de résultats, de questions accrocheuses pour rappeler l'importance de l'enjeu. Il ne s'agit ni d'un humoriste, ni d'un entrepreneur qui participe à une conférence pour nous conseiller d'innover ou d'investir notre argent, mais d'une doctorante ou d'un jeune chercheur qui présente le cœur de ses travaux de recherche en 3 minutes chrono. Bienvenue au concours « Ma thèse en 180 secondes » qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples au grand public. Le concept est de permettre aux chercheurs de se former à la communication et à l'art de rendre accessible au grand public leurs discours scientifiques pour acquérir notamment des compétences transférables sur le marché de l'emploi. Le MT 180, comme on l'appelle, vient de faire l'objet d'une enquête passionnante menée par 3 sociologues. Jean-France, l'un des auteurs, nous explique l'origine et l'esprit du dispositif. L'Université du Queensland, en Australie, est la première à avoir organisé le dispositif à la suite d'une sécheresse. L'initiateur, en prenant sa douche, les douches étaient minutées à 3 minutes, s'est dit que c'était un format intéressant pour contraindre les doctorants à présenter leurs travaux de thèse de manière compréhensible en temps limité. L'idée était aussi de proposer un format ajusté à une certaine vulgarisation et facile à médiatiser à la télé ou à la radio. Au départ, il y a vraiment cette idée de donner à des doctorants l'opportunité de promouvoir leurs travaux dans un format adapté aux exigences médiatiques. L'enquête qui nous intéresse montre que les participants sont majoritairement satisfaits. Pourquoi ? Parce que l'exercice leur permet de diffuser leurs travaux vers le grand public ? Parce qu'ils considèrent ensuite qu'il s'agit d'une formation spécifique qui leur transmet l'art de prendre la parole en public et de dépasser le format académique qu'ils maîtrisent. Parce que ce concours casse aussi la monotonie qu'ils trouvent parfois dans leur laboratoire. Ce que les doctorants nous ont dit de leur expérience, c'est qu'au départ, les directeurs de thèse étaient réticents ou critiques à l'égard de ce dispositif. Ils y voyaient une sorte de gadget qui avait bien peu d'intérêt et une perte de temps pour les doctorants. Finalement, au fur et à mesure que le dispositif s'institutionnalise, devient plus connu, il commence à avoir une certaine place dans la vie académique, notamment au nom de la qualité des formations qui précèdent la compétition en elle-même. Comment on leur apprend à parler distinctement ? Comment on leur apprend à traduire les énoncés compliqués, complexes, en un vocabulaire plus simple ? On leur apprend aussi à se déplacer sur une scène. Toutefois, l'enquête montre aussi les effets négatifs importants de ce concours. Plutôt que de présenter leurs recherches dans un vocabulaire accessible à tous, les candidats, qui sont en compétition les uns avec les autres, sont incités à faire des promesses scientifiques et à dire
Voilà, je travaille sur telle molécule et finalement elle va servir à soigner le cancer. Ou elle va directement servir à lutter contre les effets du changement climatique. Des choses comme ça. Donc en fait, il s'oblige à faire des promesses spectaculaires. C'est cela qui nous paraît problématique. Selon un autre des auteurs, ce concours est un révélateur du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une illustration de notre échec à créer des collectifs s'inscrivant davantage dans la collaboration que dans la compétition. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Norbert ne passe pas inaperçu au volant de son prototype. Ce dessinateur industriel a créé une voiture à énergie positive, la première du genre. Elle a beau avoir été bricolée avec beaucoup d'éléments de récupération, avec ses 8 mètres carrés de panneaux solaires, elle affiche des performances plus qu'honorables. On a fait une journée d'essai, on a roulé de 11h à 17h avec différentes pauses pour réaliser différents réglages et on a fait 100 km. Les panneaux solaires nous ont fait avancer toute la journée. Quand le véhicule est à l'arrêt, il se transforme en fournisseur d'électricité pour la maison. C'est cela, une voiture à énergie positive. Il suffit d'une rallonge et d'un peu de technologie dans le coffre. Pour Marie-Laure et Vincent, chez qui est installé le prototype, cela couvre les 2/3 des besoins en électricité. Cela démontre qu'une alternative existe aux voitures thermiques polluantes et au tout électrique, solution peu viable selon ces défenseurs de l'environnement. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de brevet d'invention déposé sur le véhicule. On l'a rendu public. Et du coup, cela ne nous rapportera rien. C'est juste que cela nous sera profitable à tous par toutes les améliorations que ça va faire pour notre environnement. Une façon peut-être d'intéresser un constructeur automobile, car Norbert le sait, ce n'est pas une poignée de particuliers qui est en capacité d'améliorer son prototype et de fabriquer son véhicule, taillé, selon ses calculs, pour rouler jusqu'à 30 000 km par an. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? À force d'être répétée, cette question finit par nous imposer l'obligation de faire quelque chose de nos vacances. Pourtant, l'origine du mot vacances exprime le vide, l'absence d'occupation.
En ce sens, la question est absurde et devrait appeler toujours la même réponse. Cet été, je ne fais précisément rien. Parce que le temps de mes vacances est un temps libre où il n'y a rien à devoir faire. Alors bien sûr, les vacances sont un changement de rythme, d'environnement, d'activité. Mais si on ne fait pas attention, on risque de les envisager comme un projet de plus à réussir. Notre réponse à la question « Qu'est-ce que tu fais cet été ?» va être analysée, étudiée, comparée aux vacances des autres. Comme s'il fallait appliquer aux vacances la discipline qu'on applique à son travail. Comme si cette idéologie du bonheur par la réussite de sa vie ne nous laissait aucun repos et devait gagner jusqu'aux vacances. Et voilà que le temps libre, le temps des vacances, n'est plus si libre puisqu'il s'agit aussi de réussir ces vacances pour qu'elles projettent une image paradisiaque partagée sur les réseaux. Peut-être que, pour que les vacances soient bonnes, il ne faut pas qu'elles soient une nouvelle tâche à faire. De toute façon, une bonne partie du bonheur de ces vacances se fera tout seul, selon les rencontres, la météo, les humeurs des uns et des autres, mais surtout, selon la réserve de liberté qu'elles vont nous apporter. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Rien ne prédestinait la famille Gobert, originaire de Lorraine, à traverser la frontière du Luxembourg pour y ouvrir un restaurant. On écoute Sandra Gobert. La situation était difficile dans le commerce du textile où on travaillait avant. Mon père, avec son tempérament énergique, a décidé un jour de se lancer dans la restauration. J'étais pleine d'appréhension, mais j'ai suivi. Quelques années plus tard, la sœur cadette est arrivée en renfort. Qu'est-ce que ça implique de travailler en famille ? On est très proches. Ma sœur a des atouts que je n'ai pas et inversement. Moi, je suis plus dans la salle, tandis qu'elle est plus en amont, avec la logistique interne du restaurant. Dans la restauration, on vit des moments très forts, parce que le temps d'un service, c'est court. Il peut se passer plein de choses. La satisfaction du client qui nous donne une bonne adrénaline, ou alors quelqu'un qui s'énerve. Avec le mélange des rapports familiaux, ça peut être assez explosif. On ne s'ennuie pas. Si exister à l'écart de la capitale n'est pas facile, la famille est cependant fière de cultiver une certaine authenticité loin de l'agitation de Luxembourgville. On n'est pas une adresse particulièrement à la mode. On veut faire bien notre métier pour que le client soit content, pas pour qu'il soit content d'être vu ici. On a réussi à passer d'un commerce à l'autre parce que notre base, c'est le rapport d'hospitalité avec le client. Qu'on ait un magasin ou un restaurant, ce principe renvoie au travail bien fait.